Merci donc à Stathis Kouvelakis qui a un agenda bien chargé et qui a accepté de venir ce soir. Et ça fait vraiment plaisir parce que moi je l'ai découvert cet été donc en écoutant une émission de Daniel Mermet et donc c'était fort intéressant. Pas tout à fait le même thème qui sera abordé ce soir, mais en tous les cas, je lui ai envoyé un mail immédiatement pour lui demander s'il accepterait de venir faire une conférence à 3, et il m'a répondu oui dans les 2 jours. Voilà, donc nous y voilà. Et étant donné le sujet qui est traité et l'actualité, il nous a semblé à l'éclaircie complètement naturel donc de nous associer avec le collectif de soutien au peuple grec de l'Aube, qui est représenté ici par Josiane, qui vous dira un petit mot après. Voilà. Je ne vais pas être très long, on va quand même pas monopoliser la parole. Hein. Donc simplement, je ne vous présente pas l'éclaircie, mais s'il y a des gens qui ne connaissent pas notre association, eh bien, il y a des petits flyers sur la table là-bas, vous pourrez en prendre à la sortie, il y a nos coordonnées. Et puis, si vous souhaitez nous rencontrer de façon un peu plus précise et nous connaître un peu mieux, on fait notre première assemblée générale dans cette maison, dans la salle 301, qui est juste sur le même palier à côté, le lundi 12 décembre à 19h. Voilà. Donc, si vous êtes adhérent, vous serez forcément invité à l'assemblée générale et vous aurez le droit de participer au vote. Si vous n'êtes pas adhérent, vous pourrez assister, mais vous ne pourrez pas voter. Voilà. Ensuite, donc un petit mot aussi, à la sortie, on ne fait pas la quête, mais enfin on a l'habitude, quand on organise des événements comme cela, eh bien, de faire appel à votre générosité pour nous soutenir à couvrir les frais d'organisation. Donc il y aura un chapeau à la sortie, et vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, eh bien voilà, moi je vais pas vous en dire plus, je vais passer la parole à Josiane, ensuite ça sera le tour de Stathis, et puis ça sera votre tour ensuite, on pourra échanger de cette manière-là. Alors, dans les choses qu'il y aura aussi sur la petite table là-bas, donc un ouvrage de Stathis qui retrace, donc tu m'arrêtes si je me trompe, qui retrace donc la période gouvernementale de Syriza, en gros de janvier 2015 à septembre. Et donc avec la dislocation en gros, et l'explosion de Syriza à la fin. Donc, Stathis était membre du comité central de Syriza, donc de 2012 jusqu'à 2015, donc, et qu'il a ensuite quitté donc, pour fonder et rejoindre Unité Populaire. Et donc, vous aurez aussi cette petite brochure d'Unité Populaire sur la table, là-bas, à la sortie, que vous pouvez vous procurer donc, pour la modique somme de 2 €, et ce bouquin donc, pour la modique somme de 15 € au lieu de 18. Voilà. Voilà pour ce qui est de la pub. J'ai tout bien dit. Voilà. Donc, je passe la parole à Josiane. Alors moi je vais être très rapide aussi, parce que c'est pas pour moi que vous êtes venu. Donc le collectif de soutien au peuple grec Aube est né au mois d'octobre 2015, au mois de juillet 2015, et il en existe une trentaine partout de la France. Et notre but à tous, c'est la solidarité avec toutes les actions que mène le peuple grec contre les politiques d'austérité, et qui affirme aussi de nouvelles pratiques. Comme on peut le voir dans le domaine de la santé ou de l'éducation, qui sont des pratiques de démocratie participative, d'autogestion. Nous travaillons avec les dispensaires sociaux-solidaires qui ont été créés par les bénévoles. Et ces dispensaires ont été créés juste après justement la démolition des hôpitaux publics. 50% des hôpitaux ont été détruits, ont été fermés. Et pour ce qu'il en reste de ces hôpitaux, les budgets ont diminué aussi de moitié, donc il n'y a plus la population grecque, enfin une grande partie de la population grecque, bien sûr pas les armateurs, ne peut plus soigner. Il faut savoir qu'en Grèce, on meurt parce qu'il n'y a plus de médicaments pour soigner le diabète, pour soigner des cancers, il n'y a plus de vaccins non plus pour vacciner les enfants, 30% des enfants, ou un quart des enfants, ne sont pas vaccinés. Et notre collectif, comme tous les autres collectifs, œuvre en fait à récupérer des médicaments. Donc nous faisons des collectes, nous allons dans les pharmacies
médicale. Et nous collectons le maximum donc justement de ce matériel que l'on envoie aux dispensaires sociaux solidaires de Grèce. Et pour ce faire, on envoie ça par courrier postal, parce qu'à l'heure actuelle, c'est la solution la plus sûre. Et ça représente pour nous un coût. Donc c'est pour ça qu'on vend des t-shirts, on accepte les dons aussi, pour nous aider à envoyer tout ce matériel. L'année dernière, donc cette année, pas l'année dernière, cette année, on a envoyé 9 kilos donc, de médicaments en Grèce, et l'année dernière, 30 kilos. Là, on a réussi à les faire passer par avion. Il y a un peu de contrôle, donc on a eu de la chance. Et on essaye de faire le maximum parce que la situation est absolument catastrophique. Le statiste en parlera mieux que moi. Et notre action est aussi, il y a un autre volet, c'est d'informer aussi sur la situation que vivent justement les Grecs à l'heure actuelle. Grecs qui sont considérés à l'heure actuelle, et on le voit bien sur certains murs d'Athènes, c'est marqué « Nous sommes des animaux de laboratoire ». Et on s'engage aussi à montrer que les luttes que mène ce peuple sont les mêmes luttes que celles que nous menons ici en France, puisque les causes sont les mêmes. Les causes, c'est les politiques d'austérité qui sont imposées par Bruxelles et le FMI. Donc il est important qu'on soit conscient que nous menons vraiment les mêmes luttes et que l'on soit solidaire par rapport à ça. Donc je ne vais pas m'attarder plus. Si des gens veulent avoir des renseignements sur le collectif, je pourrais leur répondre après, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais utiliser ce micro. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Non? Sinon, je prends le... Comme ça, c'est mieux? Oui, ok. D'accord. Donc, bonsoir. Merci beaucoup. Merci aux amis ici de l'association Éclaircie, du collectif de solidarité avec la Grèce pour cette invitation, pour avoir organisé cette soirée. Merci à vous d'être venus pour écouter un propos qui ne sera pas agréable, car ce que je vais vous dire, je crois, correspond à une réalité qui est assez dure, mais je crois que c'est aussi un propos qui est nécessaire. En effet, je dois dire que pour des gens comme moi, qui ont participé activement à ce qui s'est passé en Grèce ces dernières années, nous nous sentons une responsabilité d'expliquer ce qui s'est produit, les raisons qui ont conduit à une défaite majeure pour les forces de la gauche de transformation sociale. Et je crois que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, doit être fait. C'est un travail qui n'a pas encore été fait, c'est un travail qui reste à faire et qui me paraît indispensable pour tous ceux qui cherchent une alternative à ces politiques de néolibéralisme sauvage qui sont appliquées dans nos pays, dans nos sociétés, depuis déjà plusieurs décennies. En effet, si on ne comprend pas pourquoi un pari politique comme celui que Syriza a porté en Grèce, qui a soulevé un immense espoir, bien sûr dans le peuple grec, mais aussi plus largement en Europe et au-delà, si on ne comprend pas pourquoi cet espoir a été dilapidé, pourquoi on a été conduit au désastre et à la capitulation de l'été 2015, aucune crédibilité ne pourra être accordée à une proposition d'alternative où que ce soit en Europe. Aucune force politique ne peut être crédible, à mon sens, si elle n'explique pas pourquoi elle ne fera pas comme Alexis Tsipras et son gouvernement. Pourquoi est-ce qu'elle peut s'engager dans une issue qui ne sera pas justement celle que le peuple grec a payée et continue à payer d'un prix extrêmement lourd. Mon topo sera articulé en 4 points. Le 4e dépendra du temps, parce que je ne veux pas dépasser les 40 minutes. Le premier, c'est que je vais vous donner quelques éléments, une sorte de photo de l'état à la fois social, mais peut-être aussi moral du pays, où on en est aujourd'hui, 1 an et quelques, 1 an et demi, on va dire, après précisément la capitulation d'Alexis Tsipras et la signature de ce 3e mémorandum. Puis je vais expliquer en quoi consiste justement ce mécanisme des mémorandums en tant que tel et le contenu de ce 3e et dernier mémorandum qui est en cours d'application actuellement. Puis, dans un 3e moment, je vais
vous présenter une explication, une analyse des raisons qui, à mon sens, et aussi en fonction du courant politique auquel j'appartiens, a conduit à ce résultat. Et je conclurai par quelques idées sur les alternatives qui sont, à mon avis, nécessaires, les axes qui sont nécessaires pour sortir justement de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, quel est l'état du pays 1 an et demi après le 3e mémorandum et 6 ans et demi après le premier mémorandum, mai 2010. Chaque gouvernement ou chaque majorité politique qui s'est succédé au cours des 6 dernières années en Grèce a signé un mémorandum. Le premier, ça a été un gouvernement socialiste avec Georges Papandréou en 2010, c'est lui qui a engagé la Grèce dans cette voie. La deuxième, c'était un gouvernement de coalition entre la droite et les socialistes, avec par la suite un cabinet de technocrates en 2012. Et puis le troisième, ça a été un gouvernement en principe de gauche radicale avec Alexis Tsipras en 2015. Alors cet état est tout à fait désastreux. Et là, je ne veux pas vous balancer trop vous fatiguer avec des chiffres, mais quand même, un certain nombre de données doivent être rappelées pour se faire une idée un peu de la situation. En 6 années et demie de récession, la Grèce a perdu plus du quart de son produit intérieur brut, plus du quart de sa richesse nationale. C'est une récession d'une ampleur absolument inconnue pour un pays occidental et européen depuis les années 30. Et encore faut-il dire que dans les années 30, il n'y a que 2 pays en réalité qui ont connu des niveaux de récession comparables. C'est les États-Unis et l'Allemagne, pour des durées qui étaient moindres en fait que celles de la Grèce. Qu'est-ce que ça veut dire un pays qui perd un quart de sa richesse nationale en 6 ans et demi? Bon, quelques éléments. Le chômage. De 387 000 chômeurs en 2008, on est à 1,2 million à l'heure actuelle, soit 24% de la population active. Parmi eux, les 3 quarts, 900 000, sont des chômeurs de longue durée. Parmi les jeunes, le chômage atteint 47% pour la tranche d'âge de 18-24 ans et 30% pour la tranche d'âge des 25-34 ans. Cette situation, et le reste évidemment de l'effet de récession, explique pourquoi la Grèce est redevenue ce qu'elle a été pendant longtemps en fait au cours de son histoire, c'est-à-dire un pays d'émigration massive. Selon des études para-officielles en fait qui ont été menées, dont les résultats ont été publiés au printemps dernier, depuis le début de la période des mémorandums, depuis 2010, près de 700 000 personnes, entre 650 et 700 000 personnes, ont quitté la Grèce. Parmi eux, on peut distinguer 2 groupes, 250 000 travailleurs immigrés qui sont rentrés dans leur pays d'origine. La Grèce a connu une vague d'immigration importante pendant les années de croissance, essentiellement pendant les années 90 et le début des années 2000. Et plus de 400 000 Grecs ont quitté la Grèce, essentiellement pour d'autres pays européens. La première destination est l'Allemagne et la deuxième le Royaume-Uni. Et la très grande majorité, plus des 2 tiers des partants, sont des gens jeunes et des gens bardés de diplômes et de qualifications. Donc le pays perd en fait sa substance vitale qui va travailler donc en Allemagne, au Royaume-Uni ou ailleurs. L'un des films, l'un des spectacles d'ailleurs les plus populaires à Athènes ces derniers mois s'appelait « Maman, je pars, on se parle sur Skype ». Et les amis qui sont enseignants me disent que l'une des conversations tout à fait banales des élèves dans les cours de récréation consiste à dire, pour des lycéens, quel est le pays auquel ils comptent émigrer après. C'est ça la perspective qu'ils ont. Bien sûr, dans un pays qui est dévasté par la crise, la pauvreté a pris des dimensions tout à fait galopantes. Selon les dernières statistiques, 42% de la population du pays est exposée au risque de pauvreté. C'est le 2e taux en Europe. Seule la Bulgarie fait, entre guillemets, mieux que la Grèce à ce niveau. 19% des ménages n'ont aucun revenu
tirés du travail. Excusez-moi, je me suis trompé, ce pourcentage était de 11% en 2008, il est de 30% en 2015, ce qui explique pourquoi la question des retraites, dont je vais parler, a un aspect encore plus explosif en Grèce qu'ailleurs. En effet, parmi ces 30% de ménages qui n'ont aucun revenu tiré de l'activité économique, en général, la seule source de revenus, étant donné la faiblesse des transferts sociaux en Grèce, ce sont les retraites. Donc des familles se sont regroupées, en général, dans un seul logement et vivent de la retraite des grands-parents. Le SMIC en Grèce a été le SMIC nominal. Quand on parle de la diminution des salaires en Grèce, il faut vous imaginer qu'il ne s'agit pas d'une perte de pouvoir d'achat parce que l'inflation est plus grande que les salaires. Non, c'est le salaire nominal qui a été amputé. Donc le salaire nominal a été amputé pour les moins de 26 ans de 32% et pour le reste de 25%. Les salaires ont perdu à peu près, les salaires ont perdu un tiers de leur valeur pendant ces années de la crise. Et en général, c'est des amputations des salaires nominaux qui ont été faits. Je dois signaler aussi que, j'en parlerai après, la logique, si vous voulez, profonde de ce qui a été fait, c'est que l'ensemble des protections et des règles ont sauté. Donc, dès le premier mémorandum, l'essentiel du Code du travail a été démantelé. Donc, la loi El Khomri au carré, on connaît ça depuis 2010. La seule protection qui existe au niveau des salaires, c'est le SMIC, en réalité. Tout le système des conventions collectives a été démantelé. L'adhésion aux conventions collectives est facultative en Grèce, et il n'y a même pas besoin d'une signature au niveau de l'entreprise avec un syndicat ou d'un référendum d'entreprise. Les patrons peuvent constituer des groupes, ce qu'on appelle des groupes de travailleurs de 10 personnes et plus, de façon complètement informelle, et signer une convention complètement bidon avec eux, dont la seule garantie, c'est que le salaire ne doit pas être inférieur au SMIC. Entre-temps, le temps partiel a explosé, plus 74% entre 2012 et 2016. 29% des enfants en Grèce de moins de 18 ans vivent dans des foyers qui sont exposés au risque de pauvreté. Ce pourcentage atteint 32,5% pour les adolescents, c'est-à-dire pour ceux qui sont âgés de 12 à 17 ans. L'un des secteurs qui montre le plus la dégradation de la situation et l'ampleur du désastre, c'est le secteur de la santé. Alors si Josiane en a déjà dit quelques mots, si ce travail de solidarité a été fait et continue d'être fait, c'est parce qu'il y a de très bonnes raisons pour cela. Je dois vous dire que auparavant, certains à l'émigration, il faut ajouter le fait qu'à partir de 2012 en Grèce, et pour la première fois dans l'histoire du pays, le nombre de décès est supérieur au nombre de naissances. Donc la démographie du pays accuse d'une chute de plus de 1 million en réalité depuis le début de la crise. Alors concernant plus particulièrement le secteur de la santé, 14% de la population n'a pas accès actuellement au système de soins. Ce pourcentage était de 4% en 2009. Le nombre de lits disponibles dans les hôpitaux a diminué de 12,5%. 30 000 postes sont vacants dans le secteur hospitalier et l'hémorragie continue. 4 000 ont été perdus entre 2015 et 2016 et 20 000 au cours des trois dernières années. Les dotations, le budget des hôpitaux est passé de 2,8 milliards en 2009 à 1,2 milliard en 2016. Donc il a été amputé largement plus de la moitié, de près des 2 tiers. Et encore faut-il ajouter que sur ce budget alloué en principe sur le budget, en mai de cette année, je n'ai pas les chiffres les plus récents, mais seuls 200 millions avaient effectivement été versés parmi les hôpitaux. Alors, il en résulte, comme vous savez, dans le secteur de la santé, pour avoir des indicateurs, il faut du temps. Donc, on n'a pas encore des indicateurs en termes d'espérance de vie,
qui montrerait, mais enfin, il y a des premières recherches qualitatives qui ont été faites et qui donnent une idée de ce qui est en train de se passer. Par exemple, le taux de dépression de la population, selon une étude de l'Institut de la recherche pour la santé mentale en Grèce, est passé de 3,3% de la population en 2008 à 8,2% en 2011 et à 12,3% en 2013. Il a quasiment quadruplé. La dépression est un phénomène social, est un phénomène de masse dans le pays. Alors, à ce désastre social, je dois ajouter un désastre que je n'hésiterai pas de qualifier de désastre moral du pays. La Grèce est, pour utiliser une expression qui naguère avait été utilisée à propos des pays de l'Est, c'est le pays du mensonge déconcertant. En effet, on a l'habitude, et surtout maintenant, de dire que la distance entre ce que les hommes politiques font et leurs discours ou leurs promesses électorales n'a cessé de se creuser au cours des années. Mais en Grèce, ce n'est pas simplement une distance, c'est un véritable abîme qu'il faut parler. Je vais revenir par la suite de façon plus précise sur ce qui s'est passé avec Syriza, mais juste pour vous donner une idée un peu de ce qui se passe. À chaque fois que j'y retourne, je suis frappé par le fait que, en ouvrant une télé, une radio, en lisant les journaux, en regardant les sites des journaux sur Internet, on est vraiment dans un monde virtuel. On a un ministre qui dit « Nous avons préservé le système des retraites le jour même où les retraités voient leur retraite amputée de 20%, et encore ce n'est que la première de coupe qui vont s'étaler aussi dans les mois qui viennent. Et c'est le 6e plan de coupe des retraites depuis le début de la crise qui est appliqué. Le discours gouvernemental est un discours complètement décroché, détaché de la réalité, où, que ce soit Tsipras, le Premier ministre, ou ses ministres n'arrêtent pas de dire nous livrons des batailles pour ceci, nous livrons, notre objectif est de sauver le système des retraites, notre objectif est de rétablir les conventions collectives, notre objectif est d'obtenir un allègement substantiel de la dette, etc. Et nous allons mener une véritable bataille politique pour convaincre, etc. Et évidemment, tout ça est complètement du pipeau pur et simple. Ce n'est qu'une série de bobards, parce que tout le monde sait qu'en juillet 2015, ce même gouvernement a signé le 3e mémorandum qui prévoit jusque dans le moindre détail l'ensemble des mesures en fait qui ont été appliquées depuis et qui sont à l'opposé exact de tout ce que ces discours prétendent. Il y a un très grand cynisme qui se développe et qui se distille en quelque sorte dans la population, une immense désillusion et un rejet bien sûr de la politique qui aboutit souvent à une forme de résignation dans le genre quel que soit le gouvernement qu'on élit, on se retrouve avec un mémorandum à la fin. On a d'une certaine façon tout essayé, des grands mouvements sociaux, des grandes mobilisations sociales, le vote pour un parti de la gauche radicale qui s'était engagé à rompre avec ses politiques d'austérité. Rien à faire, à chaque fois on se retrouve avec la même recette désastreuse et le pays et la société ne cessent de s'enfoncer. Donc ça, à mon avis, cette perte, si vous voulez, d'un horizon d'espoir, c'est l'un des dégâts les plus profonds et peut-être les plus difficiles justement à surmonter de la période. J'en dirai à nouveau quelques mots après. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de tout ça ? Ce qui est au cœur de tout ça, c'est un mot que j'ai mentionné jusqu'à présent, c'est le mot de mémorandum. Et maintenant, il faut que je vous explique en quoi consiste ce mémorandum. Parce qu'on parle des politiques d'austérité, mais des politiques d'austérité, il y en a à l'heure actuelle partout en Europe. Ce qui différencie la Grèce du reste, ce n'est pas, si vous voulez, simplement la dose de l'austérité, le fait que c'est beaucoup plus dramatique qu'ailleurs, avec les résultats que je viens d'évoquer, c'est que le mécanisme même à travers lequel tout ceci se fait est quelque chose qui est qualitativement différent et correspond à une véritable dépossession politique du peuple grec, des moyens de contrôler son propre destin. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fameux mémorandums, donc 3 jusqu'à présent ?
À la racine de tout ça, comme vous le savez sans doute, se trouve la question de la dette. La Grèce s'est retrouvée, l'État grec s'est retrouvé dans une situation de surendettement en 2010. Il ne pouvait plus se financer ses dettes dans les marchés internationaux. Donc, il a fait appel à un pool de créanciers, essentiellement des créanciers européens, auxquels s'est adjoint le FMI, pour une raison que je vais détailler dans un tout petit instant. Les mémorandums sont les accords qui sont passés avec les créanciers, représentent les conditions auxquelles ce prêt est donné. Donc les créanciers, si vous voulez, mettent en place un dispositif, un mécanisme en réalité très très étroit, qui leur permet de retrouver l'argent qu'ils ont prêté, parce que les fameux plans d'aide à la Grèce, qui sont pour la totalité ont été déversés, ont été alloués non pas pour le bienfait du peuple ou même de l'État, mais pour continuer à rembourser cette dette, excusez-moi, qui n'était plus remboursable. Eh bien, donc, ces prêts sont donnés à ces conditions-là. Donc, ces mémorandums, à proprement parler, c'est des textes qui font au moins 1 millier de pages chacun, plus 4 à 5 000 pages de pièces annexes. Ils ont été votés par les parlements nationaux dans des délais qui étaient au maximum de 4 jours. 4 jours, ça a été la durée du débat parlementaire en 2010, 48 heures, celui signé par Alexis Tsipras en 2015. Inutile de vous dire que les députés n'ont pas lu ce qu'ils votaient. Et ils l'avouent, d'ailleurs. Pourquoi ils le votent Pourquoi il s'est voté en 4 jours ou en 48 heures? Ce n'est pas parce que les députés sont fainéants, etc. C'est parce que ces délais sont absolument imposés par les créanciers. À chaque fois, il y avait même une heure précise où l'accord, les mémorandums devaient être votés. Donc, déjà, cette procédure vous indique à quel point les institutions représentatives sont complètement dépossédées de tout leur pouvoir, quoi qu'on en pense. C'est par des véritables parodies de débats parlementaires. Comparé à ça, le 49.3, c'est le summum de la démocratie. Bon, les mémorandums maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ces 1000 pages? Eh bien, dans ces 1000 pages se trouve, trimestre par trimestre, un ensemble d'objectifs qui couvrent la totalité de la politique budgétaire et un certain nombre de mesures plus structurelles que prend l'État grec. C'est-à-dire ministère par ministère, budget par budget, de la façon la plus détaillée possible. Les objectifs sont absolument fixés, trimestre, et ce, à un rythme trimestriel, parce qu'en effet, ce qui est fondamental, ce qu'il faut comprendre avec les mémorandums, et voilà pourquoi tout le discours selon lequel, oui, Tsipras, ou ses prédécesseurs d'ailleurs, ont été obligés de signer ces mémorandums, mais ils vont justement continuer à livrer bataille, mais ils vont réussir en sous-main, fait passer, etc. Tout ça est complètement impossible pour une raison extrêmement simple. Tous les 3 mois, les créanciers, la fameuse Troïka, dont je rappelle les 3 composantes, la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne et le Fonds Monétaire International, envoie des émissaires en Grèce qui passent ce qu'on appelle en revue, c'est un barbarisme, c'est un anglicisme, mais c'est comme ça que ça a été traduit, des revues, des évaluations, on peut dire, review est le terme anglais pour ça, qui vérifient si effectivement le gouvernement a bien réalisé, trimestre par trimestre, ce qui s'était engagé à faire et qui était écrit en toutes lettres dans les mémorandums, avec des calendriers et un échéancier extrêmement précis aux mesures près. C'est-à-dire à chaque fois, tous les trimestres, jusqu'à présent, il a pu y avoir entre 150 et 40 dispositions législatives qui sont passées, à chaque fois dans des sortes de projets de loi balais qui incluaient, si vous voulez, des mesures qui allaient depuis la TVA jusqu'à la déréglementation du marché du travail, jusqu'à des privatisations, voilà, tout ça. Et il y en a plusieurs dizaines par trimestre. Si l'évaluation n'est pas positive, les fonds, c'est-à-dire la tranche de prêt qui est donnée, n'est pas accordée. Ce qui s'est effectivement produit quand Syriza, le gouvernement Syriza I résistait justement à ces pressions, et donc effectivement, entre janvier et juillet 2015, 0 centime n'a été
alloués en termes de prêts à la Grèce, hein, de toute façon. Et d'ailleurs, je vais venir après à la question des liquidités. Donc, il y a un moyen extrêmement strict qui permet littéralement aux créanciers, donc à la Troïka, d'obtenir exactement ce qu'ils veulent au moment où ils veulent. L'idée qu'on peut s'échapper de cette cage de fer est une totale illusion. Quels sont les contenus de ces mesures? Eh bien, le contenu de ces mesures n'a en réalité rien d'original. C'est un coupé-collé des programmes dits d'ajustement structurel que le Fonds monétaire international avait piloté dans les pays du Sud global, comme on dit maintenant, naguère on disait du tiers-monde, dans les années 80 et 90, essentiellement. Et c'est pour cela, en réalité, que l'Union européenne a fait appel au FMI pour qu'il fasse partie de la Troïka, parce que le FMI a le savoir-faire, justement, de tout ça, et c'est pour cela, précisément, que son maintien est un enjeu extrêmement important actuellement au sein de la Troïka, c'est parce que, sans la présence du FMI, la crédibilité de ces programmes, donc la crédibilité auprès des créanciers, est mise en doute. C'est pour ça que le gouvernement allemand, par exemple, fait absolument tout, non seulement pour ses propres intérêts en tant que créancier du gouvernement grec, mais aussi pour maintenir, comme il s'était engagé d'ailleurs, auprès de sa population et de sa majorité politique, le FMI dans la Troïka. Donc, les contenus de ces mesures sont tout à fait classiques. C'est la thérapie néolibérale de choc, dont les ingrédients principaux sont les suivants. Premièrement, des coupes drastiques dans les budgets publics pour dégager des excédents budgétaires qui sont totalement alloués au remboursement de la dette. Hein. Donc il s'agit d'instaurer un mécanisme qui va permettre de rembourser la dette et d'avoir tendanciellement de moins en moins besoin de crédits supplémentaires pour payer les crédits qui ont déjà été alloués. Inutile de vous dire qu'il y a un effet récessif immédiat, bien entendu, de l'ampleur de ces dépenses publiques, qui atteint 40% hein, pour la Grèce. Hein, 40% de coupe dans les budgets publics entre les budgets de 2009 et le budget actuel. Deuxième volet, ce qu'on appelle la dévaluation interne. Alors la dévaluation interne consiste à faire baisser le coût du travail. Donc l'objectif pour la Grèce qui a été quasiment atteint, c'était de faire baisser le coût du travail de 40%. Pour avoir un coût du travail, et c'est l'objectif que le FMI défend tout à fait explicitement, c'était le fameux document Topsen, les salaires grecs doivent être ramenés aux salaires des pays voisins, c'est-à-dire de la Bulgarie, de la Roumanie, etc. Cette dévaluation interne est censée redonner de la compétitivité et de la croissance. Et la réduction drastique du coût du travail, c'est-à-dire des salaires, est accompagnée d'une dérégulation, bien sûr, du marché du travail, de la casse de ce qu'on appelle les rigidités. Bon, ce n'est pas à vous, après la bataille de la loi El Khomri, que je vais expliquer en quoi cette dérégulation consiste. Simplement, les Grecs ont de l'avance et sont allés encore plus loin dans cette direction. Dernier volet, les privatisations massives. Je vais en dire deux mots après plus précisément, mais l'idée en gros c'est que dans tous ces pays, le secteur public est considéré comme pléthorique, donc il doit être drastiquement diminué, et en plus vendre diverses ressources publiques est quelque chose qui est considéré comme faisant partie d'un environnement favorable pour les affaires, pour l'entreprise, pour l'initiative privée, enfin pour tout ce genre de choses. À ceci, il faut ajouter un petit plus qui fait toute la saveur de la chose, c'est les réformes structurelles qui sont imposées à ces États. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et là, je vous conseille d'aller sur le site de cette association qui s'appelle le CADTM, le Comité pour l'abolition de la dette du tiers-monde, pour expliquer l'acronyme, qui est animé par Éric Toussaint depuis déjà plusieurs décennies. Et son champ d'action, dans un premier temps, c'était les pays du Sud, hein, les pays d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie, qui étaient soumis à ces thérapies de choc du FMI. Éric Toussaint, comme tant d'autres, ne pensait pas qu'ils auraient
à étendre leur champ d'action dans des pays qui faisaient partie de l'Union européenne même, quand ils ont commencé à faire ce travail sur la question de la dette. Donc la question de la dette a toujours été utilisée au cours de l'histoire, y compris au XIXe siècle, depuis que le capitalisme existe, comme un moyen de mettre en coupe réglée, en réalité, et de vassaliser des États. Et c'est exactement ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer en Grèce, avec déjà les 2 premiers mémorandums, mais peut-être surtout avec le 3e. Et là, j'en viens justement à ce que Alexis Tsipras et son gouvernement de gauche radicale, qui avait été élu sur un engagement de rompre avec ces politiques d'austérité et de restauration de la démocratie et de la souveraineté du peuple grec, ont signé donc pendant l'été 2015 ce mémorandum et l'ont fait passer par le Parlement avec l'accord de la quasi-totalité des forces politiques qui étaient présentes. Seuls les députés dits rebelles de Syriza, qui par la suite ont formé une unité populaire, se sont opposés, ainsi que les députés du Parti communiste et du parti néo-nazi Aube dorée. Mais 90% des parlementaires ont voté ce 3e mémorandum. Donc, que prévoit ce 3e mémorandum? Premièrement, il rend irréversible ce qui a déjà été fait lors des 2 mémorandums précédents. Et il approfondit considérablement, si j'ose dire, cet acquis. Il n'est nullement exagéré de dire qu'avec le 3e mémorandum, la Grèce est transformée en néocolonie, en une sorte de protectorat. Je ne suis pas du tout en train d'exagérer ou d'utiliser une rhétorique à des fins polémiques. Laissez-moi commencer d'abord par ce qui souvent est mentionné en premier lieu. Évidemment, une nouvelle purge d'austérité. Ça, c'était inévitable. Chaque mémorandum en prévoit, parce que, vous voyez, c'est un véritable cercle vicieux. L'ampleur de la récession qui est contenue dans ces mesures est telle que les objectifs ne sont jamais atteints, notamment les objectifs d'excédent budgétaire. Comment voulez-vous dégager des excédents quand la récession est telle que les recettes publiques diminuent? Donc il faut encore plus de coupes, encore plus d'austérité pour atteindre ces objectifs qui sont parfaitement inatteignables. Donc là, la nouvelle purge consiste à imposer à une économie, à un État qui ont perdu un quart de leur richesse, des excédents de 0,5 pour l'année en cours, 1,5 pour 2017 et 3,5 pour 2018. Il n'y a aucun État européen qui est capable, à l'heure actuelle, Allemagne comprise bien sûr, de dégager des excédents budgétaires de 3,5%. Et pourtant, c'est l'objectif qui a été fixé à un pays, à une économie, à une société qui sont déjà complètement exsangues. Ça signifie un nouveau round de coupes, de taxes qui touchent quasi exclusivement les couches moyennes et les couches populaires, et notamment, pièce maîtresse de cette nouvelle purge d'austérité, le 6e plan de coupe des retraites, qui ont perdu au bas mot entre la moitié et les 3/4 de leur valeur depuis le début de la crise. À ceci s'ajoute ce qui est en train d'être négocié, entre guillemets, maintenant, c'est-à-dire une nouvelle vague de dispositions qui dérégulent ce qui reste de régulation du marché du travail, notamment en termes de licenciement collectif, de protection pour les syndicaux et de procédures pour le droit de grève. Tout cela s'enchaîne, un dossier extrêmement important et explosif, c'est que le 3e mémorandum lève les protections qui existait auparavant au niveau de la dette privée, c'est-à-dire de la dette des ménages et de la dette des entreprises. En effet, le gouvernement socialiste en 2010, voyant justement la détérioration de la situation, avait instauré un dispositif législatif qui permettait aux ménages surendettés de voir leur résidence principale protégée en cas de surendettement. C'est précisément ce qui a été supprimé par le 3e mémorandum. La pièce maîtresse du document de 1000 pages, c'était 700 pages du nouveau Code civil. Et le nouveau Code civil, qui a été voté en catimini, comme je l'ai dit tout à l'heure, visait essentiellement en fait à donner tout le pouvoir aux banques et aux créanciers au niveau interne. Donc l'un des fronts principaux qui existent à l'heure actuelle, tous les mercredis en Grèce, dans les tribunaux, il y a des mobilisations d'activistes, des mouvements sociaux, etc., pour empêcher les saisies immobilières. C'est le scénario à l'espagnol, si vous voulez, qui a été jusqu'à présent évité, qui est en train de se mettre en place.
Et à cela s'ajoute le fait que maintenant, les dettes des entreprises qui sont concentrées donc entre les mains des banques peuvent être vendues à des fonds spéculatifs qui sont spécialisés dans la récupération de ce type de dette. Si vous ajoutez donc les saisies des résidences principales, du patrimoine immobilier des ménages, la manière dont vont être soldés le passif des entreprises et le programme des privatisations dont je vais parler tout à l'heure, ce à quoi on insiste en Grèce, c'est au plus gigantesque transfert de propriété et concentration de propriété et de ressources jamais effectuées dans un pays occidental. La seule chose qui est comparable, c'est la façon dont ont été privatisées les ressources publiques des anciens pays de l'Est. Et d'ailleurs, la procédure, notamment de privatisation, est totalement calquée sur le fonds allemand qui a géré la grande braderie de l'ancienne République démocratique allemande. À ceci s'ajoutent les réformes structurelles dont il me faut dire à présent 2 mots parce que c'est le cœur, si vous voulez, en réalité, du dispositif du 3e mémorandum. Le 3e mémorandum vise à pérenniser la néocolonisation et la vassalisation du pays en changeant la structure même de l'État grec dans sa matérialité, dans sa profondeur. Ça veut dire essentiellement 4 choses plus une. Première chose, le trésor public, c'est-à-dire le mécanisme de collecte de l'impôt, est devenu une agence indépendante, donc soustraite au contrôle du gouvernement. Elle est dirigée par un conseil de 5 personnes leur nomination des 5 doit être approuvée par la Troïka, des créanciers, et la personne qui coiffe tout ça est nommée directement, est auditionnée directement par la Troïka. Les décisions de ce conseil qui gère, si vous voulez, l'administration du trésor public ont légalement valeur de décret ministériel et donc ne sont soumises à aucun contrôle parlementaire ou gouvernemental, à aucun niveau. Donc, le mécanisme de collecte des impôts est complètement déconnecté de l'ère d'action du gouvernement élu, quel qu'il soit, et de sa majorité parlementaire, quelle qu'elle soit, et placé sous le contrôle direct du mécanisme des créanciers. Deuxièmement, a été instauré un conseil de discipline fiscale sur le même modèle. 5 membres dont la nomination doit être préalablement approuvée par la Troïka des créanciers. Ce conseil de discipline fiscale, à partir de l'année budgétaire prochaine, c'est-à-dire à partir de 2017, pourra décider de coupe horizontale sur tous les budgets s'il y a un soupçon sur la faisabilité des objectifs d'excédent budgétaire. Donc si on pense que justement l'objectif d'excédent ne va pas être tenu, des coupes sur tous les budgets, absolument aucun budget n'est protégé, sont décidées par ce Conseil de discipline fiscale, sous le contrôle direct des créanciers, sans discussion parlementaire, sans nécessité même d'une approbation formelle du Parlement ou du cabinet gouvernemental. Troisièmement, Elstat, c'est-à-dire l'équivalent grec de l'INSEE, donc l'appareil statistique, est placé sous le contrôle direct de la Troïka. Le gouvernement, il communique ces données directement d'abord à la Troïka, puis il les rend publiques, et le gouvernement grec les apprend quand ils sont publiés sur le site. De toute façon, ça ne fait que formaliser, si vous voulez, un processus qui était déjà en cours, car, et ça je peux en témoigner directement, en réalité, en janvier 2015, quand les ministres de Syriza ont pris leurs fonctions dans leur ministère, ils ont réalisé que les émissaires de la Troïka connaissaient beaucoup mieux la moindre dépense et où allait l'argent et ce qui se passait dans leur propre ministère et dans l'ensemble, en fait, des administrations d'État que les hauts fonctionnaires de leur ministère eux-mêmes. Quatrièmement, la création d'un fonds de super-privatisation. Alors, il y avait déjà un fonds de privatisation qui existait, mais le fonds précédent de privatisation gérait un portefeuille relativement, entre guillemets, limité de biens, qui étaient considérés comme privatisables, dont la privatisation avait déjà été entamée, mais aucune n'avait été véritablement bouclée avant que Syriza ne prenne le pouvoir. Maintenant, c'est la totalité, oui, la totalité des ressources publiques de la Grèce qui sont transférées à ce fonds de super-privatisation. Quand on dit la totalité, ça veut dire
la mairie de Troyes, avec tout son mobilier, le moindre ordinateur, cette salle d'association, si elle appartient à la mairie, les bâtiments des ministères, absolument tout, sauf les installations liées à la défense et les sites archéologiques. Tout le reste. Donc toute la ligne côtière, toutes les entreprises du secteur public, absolument tout, le moindre tapis qui existe dans le ministère est donc transféré à ce fonds, là encore composé de 5 personnes, mais là on ne tient même plus les apparences. Le président, c'est l'ancien bras droit de Madame Lagarde, j'ai oublié son nom, c'est un Français. Donc là, la nomination, là encore, se fait directement par la Troïka des créanciers. Les privatisations en cours signifient que, là je mentionne juste ce qui est déjà fait ou sur le point d'être bouclé. Le port du Pirée, les 2 tiers du port du Pirée qui était encore sous contrôle public ont été cédés aux Chinois, à COSCO. L'entreprise d'électricité est démantelée en 3 tranches successives. Il y avait un excellent article d'Adéa Guillot dans Le Monde d'hier qui expliquait ce qui était en train de se passer. L'ancien aéroport de Hélinikos, c'est la plus grosse opération immobilière en Europe de l'après-guerre, parce que c'est un ancien aéroport qui se trouve maintenant complètement inséré dans la ville. C'est comme si vous aviez en plein Paris, si vous voulez, ce qui est devenu en plein Paris, l'extension d'un ancien aéroport, a été vendu à un holding détenu par les Qataris essentiellement et l'un des oligarques grecs les plus connus, M. Latsis, pour officiellement, je crois, 1 200 € le mètre carré. Ils vont créer ce qu'ils ont appelé un Monaco sur Attique. L'idée, c'est de créer justement l'équivalent de Monaco, donc des complexes de résidences de luxe, d'hôtels, etc. Le tout sera muré, avec des marinas, etc., qui vont avec, parce qu'il y a tout le front de mer d'Athènes qui a été privatisé. Je rappelle bien entendu que la résistance et les campagnes contre la privatisation de ces aéroports ont été parmi les luttes et mobilisations sociales les plus importantes de ces dernières années, et celle dans laquelle Syriza était le plus investi. Au moment de la session, d'ailleurs, dans les réseaux sociaux et dans les journaux, il y avait plein de photos avec Alexis Tsipras tenant fièrement des banderoles, non au bradage de l'aéroport d'Hélinikos, mais on pourrait dire ça, bien sûr, de la totalité de ce qui a été fait. Alors, à ceci qui touche le cœur de l'État et du secteur public, il faut ajouter quand même un élément important, qui là encore était une des dispositifs maîtresses du 3e mémorandum, les banques. La nationalisation des banques figurait parmi les mesures phares du programme de Syriza. Ces nationalisations, en janvier 2015, pouvaient se faire très facilement parce qu'en réalité, avec les recapitalisations massives qui avaient été faites, l'État grec détenait la majorité du capital de la totalité des 4 banques restantes. Le reste avait déjà fait faillite ou avait déjà fusionné. Simplement, comme vous le savez sans doute, c'est la recette qui a été appliquée partout, ces parts de l'État étaient des parts dites muettes, c'est-à-dire que l'État n'avait pas voix dans les conseils d'administration. Il fallait évidemment changer ce dispositif, mais changer ce dispositif signifiait rompre avec les conditions qui étaient imposées par les mémorandums et qui sont les conditions qui régissent le Fonds de stabilité monétaire. Donc c'est une décision qui a été prise au niveau de l'Union européenne, qui ne concerne pas spécifiquement la Grèce. Donc 40 milliards ont été déjà dépensés depuis 2010 pour la recapitalisation des banques grecques. Eh bien, ils ont été vendus pour 4 milliards à des fonds vautours étrangers. Voilà, tout simplement. Je résume. L'État grec ne contrôle désormais plus ni ses recettes, ni ses dépenses, ni bien entendu sa monnaie, qui est à Francfort depuis que la Grèce fait partie de la zone euro, ni même la collecte de ses données statistiques. La Grèce n'est plus un État souverain indépendant, la Grèce est un grand protectorat. La Grèce est un grand Kosovo. C'est ça la réalité. Et le gouvernement actuel n'est absolument rien d'autre qu'un exécutant de ce mécanisme de vassalisation, de bradage, de dépossession du pays par ses créanciers. Alors pourquoi on en est arrivé là ? Je vous donne mon analyse de la situation qui a conduit à ce désastre. La raison principale pour laquelle Syriza
a échoué, c'est qu'il s'est engagé dans deux choses qui étaient complètement incompatibles entre elles. Son premier engagement était, je parle ici du Syriza, jusqu'à janvier 2015, jusqu'à juillet 2015 inclus, si vous voulez. C'était rompre avec les politiques d'austérité et de mémorandum. Donc il y avait le fameux programme de Thessalonique, je ne vais pas vous détailler ici, mais il s'agissait quand même de démanteler la totalité du dispositif qui avait été mis en place à partir de 2010, à tous les niveaux. Mais il s'était engagé, et ça c'est le deuxième volet, à faire tout ça en restant dans le cadre non seulement de l'Union européenne, mais dans le cadre de la zone euro en particulier. L'idée c'était que donc, oui, c'est possible de renverser, de rompre avec les politiques d'austérité, mais dans le cadre de l'Union européenne, des institutions européennes et de l'euro. Alors comment ? Alors les arguments, je vous dis comment c'était présenté, par la majorité de Syriza. Une partie importante de Syriza était en désaccord avec ça. J'en faisais partie quand j'y étais. L'idée, c'était que, bon, on a un mandat démocratique, donc qui doit être pris en compte par les autres gouvernements. On est le gouvernement élu par le peuple. On va jouer sur les contradictions internes de l'Union européenne. Ça, c'était un argument qui était régulièrement mis par avant. Le fait qu'il y avait des alliés potentiels, que justement, avec la brèche qui s'ouvrait en Grèce, d'autres gouvernements qui essayaient, en fait, pour d'autres raisons, de relâcher la pression sur l'austérité et de contrer la ligne allemande, si vous voulez, trouveraient une occasion ou une possibilité pour aussi faire pression. Donc l'idée, c'était que d'autres gouvernements européens étaient prêts à prendre leur distance ou à faire pression, même partiellement, avec Schäuble. Essentiellement la social-démocratie, à vrai dire. Dans le discours de Tsipras, Hollande, en France, Renzi étaient présentés comme des alliés potentiels. Chaque fois que je disais au comité central, mais comment est-ce que vous pouvez escompter de l'aide de la part de gouvernements qui appliquent eux-mêmes des politiques d'austérité dans leur propre pays, je me heurtais à une sorte de rire, de sarcasme, de propos considérés comme irréalistes, etc. Bon. Souvent par des gens d'ailleurs extrêmement mal informés sur les réalités des politiques qui étaient appliquées ailleurs en Europe. Et en fait, dernier argument, c'était que bon, l'échec, les politiques des mémorandums précédents avaient à l'évidence échoué, même leurs propres objectifs ne pouvaient pas être tenus, donc devant l'ampleur de l'échec et du désastre de la Grèce, bon, ils vont quand même être obligés de nous écouter, de prendre en compte ce qu'on dit. Donc, si vous voulez, l'idée, en réalité, et les personnes au sein même de l'équipe gouvernementale qui fixaient vraiment la ligne, pas le discours qui était présenté devant l'électorat, mais qui fixait véritablement la ligne, parlaient d'un compromis honorable, en réalité. Donc voilà, peut-être que tout ce qu'on veut ne sera pas réalisable, en tout cas pas tout de suite, mais on va réussir à obtenir des choses sur la table des négociations. Et vous vous souvenez que la stratégie de Varoufakis, c'était justement celle-là. On va se battre pendant les négociations, on va argumenter, on va crier très fort, on va dire combien on a raison, combien ce qu'on dit est raisonnable, etc. Bon, petit problème, qu'est-ce qui va se passer si ils vous disent non ? Ben, il n'y avait pas de réponse. Il n'y avait pas de réponse à ça. Les réponses, c'était, là je cite un propos d'Alexis Tsipras pendant la campagne électorale de janvier 2015. Merkel ne peut pas ne pas accepter ce qu'on lui dira. Ou un autre propos, une autre déclaration de Tsipras qui est devenue quasiment légendaire. Nous jouerons de la flûte et les créanciers danseront. Bon. En réalité, ce qui se passait, et ça a toujours été l'objet, si vous voulez, d'une confrontation interne extrêmement dure à l'intérieur de Syriza, qui était de notoriété publique, qui n'avait absolument rien de secret, etc. Les médias étaient très friands, justement, des débats internes et des accords qui existaient dans Syriza. C'était le refus de Tsipras et de la majorité qui était autour de lui, qui le soutenait, surtout à partir de 2012, de discuter d'un plan B. Et le plan B, tel qu'il était discuté, à l'intérieur même de Syriza et aussi plus largement dans les mouvements sociaux, dans la gauche radicale, tournait toujours autour de 4 mesures, si vous voulez,
et j'insiste sur le fait qu'il faut les prendre dans leur cohésion, hein, il faut les prendre tout ensemble, hein, il ne faut pas détacher l'une par rapport à l'autre. Le plan B signifiait toujours, par contre, il n'y a pas d'ordre strict hein, dans ces 4 mesures. La cessation du paiement de la dette, premièrement. Ça, c'était, en principe, c'était dans le programme de Syriza. Que si les créanciers refusent un véritable allègement de la dette, on irait jusqu'à la cessation de paiement. Comme l'ont fait tous les États dans l'histoire, tous les États surendettés. Ils n'ont jamais obtenu l'allègement de la dette auparavant. Alors, sauf le cas exceptionnel qui était celui que la direction de Syriza mettait en avant, c'était la manière dont l'Allemagne a bénéficié de l'annulation de la plus grande partie de sa dette juste après la guerre, en 1953, mais dans un contexte, c'est d'ailleurs ce cas-là qui était explicitement cité dans le programme dit de Thessalonique de Syriza, de la fin 2014. Mais vous savez, les Alliés, les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, avaient des raisons très précises pour annuler la majeure partie de la dette de l'Allemagne de l'Ouest, hein, à l'époque de l'Allemagne divisée. C'était que, bien sûr, on était dans le contexte de guerre froide et de la guerre de Corée. Les historiens disent d'ailleurs que sans la guerre de Corée, l'Allemagne n'aurait jamais obtenu l'annulation des conditions aussi favorables pour l'annulation des 2/3 de sa dette. Et évidemment, en pleine guerre froide, il s'agissait de remettre sur place l'Allemagne de l'Ouest, et même de la réarmer, de la remettre sur pied économiquement. Et donc, il y avait des raisons tout à fait précises. Non seulement aucune de ces raisons n'existe, n'est transposable dans le cas grec, mais les créanciers ont toutes les raisons inverses, justement, de ne pas céder sur la question de la dette. Donc, cessation du paiement pour obtenir, effectivement, comme l'ont obtenu des gouvernements latino-américains, notamment le gouvernement argentin, mais aussi équatorien, l'annulation de la plus grande partie de leur dette. Deuxièmement, le contrôle des capitaux. Hein, le contrôle des capitaux, parce que tout le monde savait que le système bancaire était le point faible, justement, de la Grèce en 2015, et c'était par là qu'un gouvernement anti-austérité serait attaqué par les institutions européennes et par ce qu'on appelle les marchés internationaux. Troisième mesure qui, là, comme je l'ai mentionné auparavant, figurait dans le programme de Syriza, la nationalisation des banques. Pour les raisons que j'ai évoquées et sur lesquelles je ne reviens pas. Et quatrième mesure, bien sûr, préparer, si besoin est, un plan de sortie de l'euro. Car, effectivement, comme on pouvait s'y attendre, la Banque centrale européenne de M. Draghi n'allait pas rester passive face à l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement qui s'était engagé et qui disposait d'un mandat auprès de son peuple de faire annuler l'ensemble des programmes qui dictaient le cadre de la politique vis-à-vis de la Grèce tel qu'il était suivi par les institutions européennes depuis 2010, donc depuis déjà quasiment 5 ans. Et en effet, 9 jours après la victoire électorale, la première victoire électorale de Syriza en janvier 2015, Mario Draghi annonce que le principal canal de financement des banques grecques était interrompu, était coupé. Hein. L'approvisionnement en liquidité des banques grecques était stoppé. Et il était remplacé par un mécanisme qu'on appelle ELA, Emergency Liquidity Assistance, donc assistance en liquidité d'urgence, qui est un mécanisme qui est beaucoup plus coûteux pour les banques qui le reçoivent, beaucoup plus limité quantitativement, la liquidité était donnée véritablement au compte-gouttes, et surtout c'était un mécanisme qui est renouvelé tous les 15 jours, hein, c'est-à-dire tous les 15 jours, le conseil d'administration de la BCE se réunissait à Francfort pour décider s'il allait ou non prolonger, et à quelle hauteur, ce mécanisme d'urgence, de rationnement en réalité drastique des liquidités au système bancaire grec. Fin juin, quand Alexis Tsipras annonce le référendum sur le paquet d'austérité Juncker, qui était un paquet beaucoup plus light que le troisième mémorandum qu'il a accepté, la liquidité d'urgence a été complètement arrêtée. Et les banques ont fermé le lendemain. Donc le référendum a eu lieu avec les banques fermées, avec quasiment plus de liquidité dans les distributeurs automatiques, car évidemment rien n'avait été prévu, absolument rien n'avait été prévu pour faire face à cette échéance. Le résultat immédiat
de ces décisions de la Banque Centrale Européenne du 4 février 2015 a été que dans le fameux Eurogroupe du 20 février, 2 semaines après, le gouvernement grec a signé l'accord dit du 20 février, dont vous trouvez, petite verbe de pub, le texte complet ici dans le bouquin, qui était en réalité déjà la capitulation. Car dans cet accord avec l'Eurogroupe, qui porte la signature de Yanis Varoufakis, et que Yanis Varoufakis n'a jamais cessé de défendre, le gouvernement grec cédait déjà sur l'essentiel. Ce que prévoit en effet l'accord, c'est 3 choses. Si vous voulez. Premièrement, le gouvernement grec reconnaît la dette et s'engage à la payer intégralement et à temps. Et en effet, ce sera intégralement tenu. Entre janvier et juillet 2015, le gouvernement Syriza a déboursé 7,2 milliards au Fonds monétaire international, parce que c'était des tranches qui étaient allées directement au FMI pendant ces mois-là, pas à la BCE ou à la Commission européenne. 7 milliards d'euros. À partir du mois de mai, comme il ne restait plus un centime dans les caisses publiques, le gouvernement a saisi les réserves de liquidités des administrations locales, des universités, des hôpitaux, pour continuer à payer en temps et en heure les remboursements du FMI. Deuxième élément de capitulation de cet accord du 20 février, le gouvernement s'engageait à ne faire passer aucune mesure au Parlement qui n'aurait pas été préalablement approuvée par les créanciers. Donc ces mains étaient liées. Et effectivement, entre janvier et juillet 2015, c'est la première fois dans l'histoire parlementaire de la Grèce où le Parlement n'a même pas voté une dizaine de lois. Un record négatif d'activité parlementaire, si vous voulez, pendant cette époque, car les mains du gouvernement étaient liées par cet accord. Troisième élément, le gouvernement acceptait, grec, que à la fois les fonds qui avaient été alloués au Fonds de stabilité monétaire pour la recapitalisation des banques et les fonds structurels, c'est-à-dire l'ensemble des financements qu'il aurait dû recevoir de l'Union européenne et qu'il n'a jamais reçu pendant ces 7 mois, malgré le fait qu'il continuait à rembourser intégralement en temps et en heure les prêts, ne pouvaient pas être utilisés pour ce que le programme de Syriza prévoyait qu'il le soit, c'est-à-dire pour des plans de création d'emplois dans le secteur public et autres objectifs considérés comme hétérodoxes de ce type. Donc, déjà, si vous voulez, dès février, la capitulation était là. Ce qui a été tragique, c'est que dans ce simulacre de négociation qui a continué jusqu'en juillet, et que Yanis Varoufakis, là, à juste titre, a comparé à une séance de noyade simulée, le waterboarding, vous savez, cette torture qui est appliquée par la CIA massivement depuis 2010, et puis qui a été appliquée par tant d'autres appareils de torture par le passé. Donc, dans ce simulacre de négociation, à chaque fois, le gouvernement grec s'était cédé du terrain. Et ce qui a été tragique, c'est que dans un dernier spasme de résistance, mais qui a soulevé précisément une mobilisation populaire qui était complètement imprévue, c'est-à-dire le référendum qu'Alexis Tsipras a annoncé fin juin, pour un plan Juncker qui était quelque chose de, comme je l'ai dit auparavant, de light comparé au troisième mémorandum, eh bien, une semaine après un référendum où 62% du peuple grec, avec des banques fermées, avec zéro liquidité dans les banques, ont voté non au plan Juncker, capitule et signe le troisième mémorandum, prétextant que tout autre choix eût été un suicide collectif. J'ai été déjà suffisamment long, je vais laisser la question des alternatives pour la discussion et simplement vous présenter une réflexion de conclusion de tout cela. Je pense que l'un des enseignements majeurs de l'expérience grecque est la preuve que la rupture avec les politiques d'austérité et le néolibéralisme est impossible dans le cadre de l'Union européenne et plus particulièrement de la zone euro. Et le cas grec l'a montré avec une pureté absolue, précisément parce qu'on a eu affaire à un gouvernement qui pensait
que c'était possible, qui s'était fixé comme objectif, qui s'était fixé précisément cet objectif, et qui l'a poursuivi, de son point de vue, littéralement avec une fidélité aveugle, en refusant toute autre éventualité et tout autre scénario. Le résultat, c'est le plus grand désastre politique que les forces de transformation sociale ont essuyé sur le continent européen depuis, je crois, de longues décennies. Le deuxième enseignement, c'est que ces mémorandums, dont j'ai esquissé les traits principaux, ne représentent pas une sorte, si vous voulez, d'anomalie, un excès tout à fait regrettable qui ne concernerait que la Grèce. Ces mémorandums, certes, ont quelque chose de spécifique, car ils s'accompagnent de la vassalisation et de la mise en coupe réglée complète du pays, qui en tant que tel est transposable à d'autres pays de la périphérie européenne, mais pas dans les mêmes termes dans les pays du centre européen. Néanmoins, c'est bien la transformation de la Grèce en un laboratoire pour l'application de telles politiques néolibérales de choc dans les pays du centre européen même. Et ce n'est pas un hasard si, je le disais il y a quelque temps dans les colonnes du Monde, pas spécialement un journal de contestation ou un journal du gauchisme, s'il comparait les programmes de la droite française, par exemple, à des mini-mémorandums. C'est bien la même logique. Et on peut prendre le détail, d'ailleurs, des mesures qui sont appliquées pour voir que ce qui a été appliqué en France avec la loi El Khomri a, par exemple, été testé en Grèce, mais aussi dans les autres pays européens qui ont été soumis à ce type de régime pendant ces dernières années. Bien entendu, c'est une politique de classe qui est menée, c'est la politique des classes dominantes européennes qui a été mise en œuvre. C'est cette politique qui, en Grèce, a créé justement un choc et un bouleversement tel qu'elle a pu permettre une mobilisation populaire très large, comme vous le savez, entre 2010 et 2012, et l'émergence d'une force s'engageant à rompre avec ce cadre, mais qui a complètement échoué à tenir précisément ses engagements. Nous sommes donc dans une situation qui est difficile, une situation dans laquelle il est tout à fait nécessaire de tirer les leçons de ce qui s'est passé pour que ce qui s'est justement produit en Grèce serve de leçon plus largement et ne se répète pas ailleurs. Voilà, merci beaucoup.